liste et puis chacun à tour de rôle peut prendre la parole pour dire ce qu'il a à dire. D'accord? Alors je te mets sur la liste, mais tu... Non, ça va être vrai. Je m'appelle pas Marwani. Non, mais l'autre Marwani, heureusement qu'il n'est pas là. Ne parle pas des gens qui ne sont pas là. Mais non, c'est la foule. Il commence et il finit. On prend les noms des gens. Attends, mais je vais donner un Marwani. C'est le Jean, là. C'est bien celui qui n'arrête, tu connais bien. Il commence à parler, il ne s'arrête pas. Alors, tu demandes des interventions courtes. Moi, ça va être très court. Moi, ça va être très bref. Vous allez voir, je vais vous sortir l'antimatière. Tout de suite. Hein. Vous allez voir comment ça va. Si, justement. Parce que là-dedans, il ne parle pas de l'antimatière. Par exemple. Mais attendez, fais ta liste des gens qui veulent. J'ai besoin des trucs qui sont écrits. Il faut que je trouve une feuille vierge. Sûrement, il y a des trucs intéressants à dire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut passer une feuille là? Parce que moi, je peux difficilement filmer et chercher une feuille en même temps. Bon, moi, ça va être très simple. Ça va être très simple. À un moment donné, notre ami Jacek, d'ailleurs, s'est trahi, parce qu'il a prouvé qu'il s'est fait entourlouper par le volume de Cohen Tanuji, parce qu'il considère comme une Bible, et il a fait un petit lapsus. Il a dit, bon, l'électron, ouais, parfois, il passe par les deux trous. Mais justement, et là, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir, parce que je dis, l'électron, il passe toujours par les deux trous. Alors, pourquoi? Parce que le fameux dualisme onde-particule dans lequel tout ça est tout ça revient au dualisme onde-particule. Est-ce que une matière, est-ce que c'est une onde ou une particule? Un photon, est-ce que c'est une onde ou une particule? C'est mal dit. Là, il a fait. Il a dit qu'il faut bien poser la question. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, et je ne suis pas le seul à le dire, Feynman, j'ai appris par la suite que Feynman arrivait à la même conclusion, c'est que, écoutez bien et notez-le, hein, voilà, si vous voulez noter quelque chose, c'est ça qu'il faut noter. Tout se propage par onde, donc tout est, ça veut dire tout est, comment dirais-je, non local, et est réceptionné par paquet d'énergie. C'est ça la distinction. Il ne faut pas dire la lumière est une onde ou la lumière se comporte par une onde. Il faut dire ça se propage par onde. Et ça se matérialise quand on fait une mesure par paquet d'énergie, c'est localisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous parlez d'une onde, c'est cosmique. Donc ça veut dire qu'il faut introduire le cosmique à l'origine de tout ça. Donc on ne peut pas comprendre, donc autrement dit, j'affirme, et là, Cynthia est d'accord. Elle a dit, oui, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas comprendre la mécanique quantique sans passer par la cosmologie. C'est la première remarque. Autrement dit, la cosmologie, la première des sciences. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce que personne n'a compris. Alors maintenant, je vais vous donner une illustration. Je prends un objet matériel et j'affirme qu'il se propage par onde. Mais comment on fait comment il peut se propager par onde? Parce qu'il est toujours... Ah, il n'est peut-être pas forcément toujours là. Donc, ça veut dire qu'il peut très bien se désintégrer, passer à l'état côté, et se réintégrer tout de suite après. Vous voyez? Et alors, entre les deux, il ne faut pas être super génial pour dire entre les deux, il passe à l'état antimatière. Donc, c'est plus la peine de chercher l'antimatière partout, comme ils ont fait pendant un siècle. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris, ça c'est la leçon philosophique de la soirée, c'est que la cosmologie la plus simple et la plus basique des sciences. Et j'ai les preuves. J'ai les preuves. Voilà. Si vous avez besoin de preuves, j'ai les preuves, je termine là-dessus. Quand j'ai abordé la cosmologie, j'ai enlevé la vitesse lumière, j'ai pris les 3 constantes qui sont dans la liste, et j'ai trouvé, il y a un facteur 2, le demi-rayon de fuite des galaxies qu'on appelle le rayon de Hubble, que j'ai mis sous clic acheté il y a 19 ans, et que je vais ouvrir en mars 2018. Et tout le monde va voir le chiffre de 13,8 milliards d'années-lumière que j'avais prévu en 3 minutes. Alors ça ne s'invente pas. Bon, c'est tout ce que j'ai. Merci Francis pour ta concision. Pas besoin de parler pendant une heure. L'antimatière, elle est là et puis c'est tout. Voilà. Très bien. Voilà. Oui. Alors, à mon tour. Oui, attendez, chacun son tour. Oui, là, j'ai Denis. Bien à mon tour, après tous les autres. Voilà, avant-dernier. Il faut écouter ce que je dis, hein, vous ne m'écoutez pas. En dernier. Mais Gérard, je vois pas pourquoi tu te fâches. La réflexion que tu fais, c'est comme si tu n'avais pas entendu ce que j'ai dit. Voilà, Denis. Ensuite, j'ai Gérard. Ensuite, j'ai Jacques. Non, je vais être le dernier. Mais non. Gérard, Jacques, et puis après, j'ai... Ouais, d'accord. Alain, et le philosophe ce soir, par une question. Nadia, je pars à 8h, je m'excuse. Tu veux intervenir? Non.
pas Et je mon m'excuse, avis. c'est Non, pas je pour- t'en prie, je t'en Et prie. je veux pas rater le débat, je reconnais. Bon, bah, J'avoue. Oui. Bon. Alors, on va donc entendre Denis. Allez. Oui, alors d'abord, c'est juste une toute petite question de vocabulaire. J'admire ta culture française, hein, tout à fait respectable. C'est le sens du mot intrication. Jusqu'à présent, le mot intrication désignait un lien mystérieux entre deux particules émises en même temps, par exemple deux photons émis en même temps par un même atome, avec le premier avec un spin dirigé vers le haut et le deuxième avec un spin dirigé vers le bas. Bon, c'est la fameuse expérience de Einstein, Podolsky, Rosen. voilà, c'est le paradoxe d'Einstein de EPR, donc, et qui a été résolu par des expériences récentes qui a valu le prix Nobel à son auteur. Donc le mot, alors pour toi, le mot intrication concerne, Prix Nobel, non? Non, il n'y a oui, pas eu de Nobel. concerne, donc, dans ton exposé, le mot intrication concerne une combinaison linéaire de deux états du système que l'on étudie, alors que jusqu'à le mot intrication chez d'autres auteurs indique ce lien mystérieux entre deux particules émises par le même atome à la fois. Bon, ça c'est juste une petite remarque de vocabulaire. À propos du chat de Schrödinger, il y a un petit détail qui m'intrigue, c'est que la probabilité de trouver le chat mort ne s'use pas avec le temps. C'est-à-dire qu'elle est toujours la même, quel que soit l'instant à laquelle on ouvre la boîte. Non, On n'a pas dit ça. parce que si tu veux, c'est une substance radioactive qui désintègre, qui donne la mort du Oui. chat. Et une substance radioactive, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se Voilà, désintégrer. c'est à cause de ça justement Donc, que si tu attends je ressens longtemps, que la probabilité ne s'use pas juste avec le temps. si tu attends longtemps, c'est presque sûr que le chat va être mort parce que la substance va se désintégrer. Mais si tu ouvres la boîte tout de suite après, tu la mets d'abord les deux avec le chat avec la substance, et tu enfermes et tu ouvres après, il n'y a pas beaucoup de chances que la substance se désintègre. Donc il y a plus de probabilité que le chat soit vivant. Mais si tu attends très longtemps, ben, tu as plus de probabilité que le chat soit mort. Donc voilà cette représentation dans l'espace de Kuiper. Le vecteur il a incliné plus ou moins. Donc, Ça dépend pas du chat, de constitution du chat. ça dépend de la substance qui. Évidemment. Ça dépend de on ne sait pas quoi, du cosmos entier, Voilà, qui va exactement. faire que la Exactement. substance va se désintégrer ou pas. Voilà. Faut pas oublier le cosmos. On ne sait pas quand, et on ne peut pas le savoir. Il n'y a que des probabilités. Donc si tu attends pas longtemps, la probabilité va être faible. Le chat va être vivant, mais si tu attends longtemps, ben, la substance va se désintégrer et puis le chat va être malheureusement mort. Tu as encore autre chose à dire, Denis? Oui, la diapositive 5,39, j'ai rien compris. 5,3. Oui, là c'est la diapositive 5, je vois en haut à droite 5,34, donc Ah oui, la numéro suivante. 39, voilà. C'est là. Oui, parce que là, voilà, ce sont les problèmes. Attends, là, je cherche. Voilà, c'est cette idée de préparer le système dans un état propre pour le mesurer. C'est ça que j'ai pas compris. Ben, c'est-à-dire que si on prend le postulat de la mécanique quantique qui est exprimé ici, si l'état est dans intrication, hein, à part de Combinaison Tarmac, linéaire. Oui. donc à ce moment-là, on ne sait pas lequel va être choisi, c'est probabiliste, ça c'est donc le problème de la mécanique quantique, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, prenons dans l'autre sens. Si le résultat si tu obtiens toujours le même résultat avec la certitude, c'est-à-dire même si tu fais 1 milliard de mesures, tu trouves toujours la même chose. Donc la probabilité égale 1, ça prouve, il n'y a pas d'autre solution, ça veut dire que le système était préparé dans son état propre et dans son état stationnaire, c'est-à-dire que le système mesuré était un seul de ces états-là. Voilà, donc c'est pourquoi, si tu veux, préparation en état propre.
C'est le mot préparation qui me chiffonne dans ce que tu dis. Oui, c'est parce que l'histoire de particules, ondes et corpuscules. Donc c'est Feynman, évidemment, c'est Feynman, encore prix Nobel, dans sa première page, qui donne cette histoire-là de particules ondes. Passe le bouquin, ça m'intéresse. Parce que là, Et à ce moment-là, si tu veux, quand tu fais pas grand-chose, bon, à ce moment-là, la particule se comporte comme particule, donc là, elle est préparée comme une onde. Mais si tu prépares pas seulement une particule, mais l'expérience, c'est-à-dire que si tu mets à côté d'un trou un détecteur, et si tu prépares, il faudrait que je revoie vraiment la description de Feynman parce qu'il n'est pas préparé, mais en gros c'est comme ça. Si tu mets à côté d'un trou un détecteur, et si tu envoies les photons de basse énergie, hein, à ce moment-là, voilà la préparation des mesures. À ce moment-là, à côté d'un trou, il y aura un clic, c'est que le récepteur, il a réceptionné quelque chose par ce trou-là, il n'a pas réceptionné par l'autre trou. Donc à ce moment-là, l'état de cet électron avant la mesure, toute la mesure était préparée dans son état propre, c'est-à-dire elle était préparée pour découvrir l'aspect corpusculaire de l'électron. On a préparé la mesure de façon à avoir la réponse corpusculaire. Mais si tu ne fais pas cette préparation, tu auras la réponse onde. Hein? C'est ce fameux truc que la question doit être bien posée pour avoir une bonne réponse. Hein? Donc si tu prépares la mesure de façon à vouloir savoir quelque chose, il faut que tu poses bien la question. Donc il faut que tu prépares ton expérience. À ce moment-là, tu auras la réponse corpuscule. Et si tu prépares normalement ou différemment, tu auras la réponse onde. Ça veut dire qu'un électron, c'est à la fois corpuscule et onde. Mal dit. C'est pas Mal dit. Faut ni pas dire comme onde, ça. ni onde. Non, faut pas dire. Je t'ai expliqué. Ah, mais laisse-le parler, écoute. C'est pas ou, c'est et. Non, c'est. Laisse-le parler, s'il te plaît. C'est l'onde et particule. C'est pas onde ou particule. C'est pas ou, c'est et. Non, c'est onde puis particule, j'ai dit. C'est onde et particule. Avant la mesure, c'est implication Vas-y, quantique, le deux en un temps. Tiens, Nadia, inscris-le, lui là, D'accord. c'est un astrophysicien. C'est pas la peine que je parle, tu n'écoutes pas. C'est pas la peine que il va parler. Christian va parler. Lui, il est astrophysicien, il travaille à l'Institut d'astronome. Il est astronome, pas astronome. Bon, il travaille à l'Institut de Paris. Il va parler. Bah, écoutez, de toute façon, j'aime bien le débat contradictoire. Justement, il y c'est a une intéressant. Il y a une contradiction. Voilà. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'hypothèse avancée par Francis. Non, mais il n'écoute pas. À Si, savoir, il écoute. Oui, il écoute. Toi, j'ai dit exactement ce qui se passe. Non, mais Et en plus, c'est pas moi qui parle, c'est Feynman, c'est pas un imbécile quand même. Il est quand même beaucoup mieux que qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Francis? Ah, mais il pense pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'avance Francis? À savoir C'est pas que, prix Nobel. Il écoute les prix Nobel, lui. à savoir que l'électron se propage, enfin les particules se propagent Même la comme matière. des ondes, Même et se la matière. réceptionnent comme des Mais qu'est-ce que tu particules. penses de ça? Et que ce n'est... Pourquoi tu n'auras pas répondu à ça? Est-ce que c'est possible, d'après la mécanique? Il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est connu depuis Mathusalem. Et voilà, et tout le monde se trompe. Tout le monde dit la lumière attelle et tout ça. Et pas Pourquoi tu dis ça? Tout le monde se trompe. Même les grands pères fondateurs. Il y a Feynman qui avait raison. C'est Ce que lui tu qui as a dit. dit, c'est connu depuis Mathusalem. Oui, ben non, parce que Mais si. il ne savait pas pour notre pauvre Ah bah ami. ça, c'est son problème, c'est pas... Bon, écoutez, franchement, c'est intéressant que le débat soit passionné, mais on ne peut pas, franchement, interrompre de façon Ça, mais systématique les les gens qui parlent. Bon, après, chacun pourra dire ce qu'il a envie de dire, le dire posément. Donc j'aimerais bien avoir la réponse de Jack Abbath. D'accord, il va répondre, mais avant, j'aimerais quand même que Denis termine la question qu'il avait à poser. Alors. Non, j'ai posé les 3 questions que je voulais poser. Alors, j'ai fini. D'accord. Bon, Alain, tu voulais intervenir, mais très rapidement. Très rapidement, oui. Non, tu J'avais veux une manière de répondre. reformuler. Il me semblait que j'avais une manière de reformuler la question de Denis. Oui, d'accord. Alors, je voulais savoir si ma reformulation est bonne, comme ça, sinon,
j'aurais compris que j'avais compris. À savoir, j'ai compris, moi, au moment où la projection est arrivée, le 7, enfin bref. Laquelle, là Oui, parce qu'il y a l'autre. Les questions de mesure propre. J'ai compris finalement que cette propre était un synonyme de isolé du reste du monde. Oui. Okay. Bon, ça marche, c'est tout. Tu vois, c'est bref. Tu peux répondre à notre ami Christian. Alors, Ça. Mais c'est-à-dire que là, tu connais la différence entre les bosons et fermions. Il connaît tout ça. Donc les bosons, ce sont des ondes pures, alors que les fermions, de toute façon, toutes les particules élémentaires sont divisées en deux catégories. Il n'y a que deux catégories, bosons et fermions. Donc les bosons, ce sont des ondes pures, et les fermions, ce sont des ondes aussi, mais ils ont un aspect corpusculaire qui est très, très prononcé. C'est-à-dire que il y a le principe d'exclusion de Pauli qui dit que deux fermions, on ne peut pas les superposer. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est tellement dur qu'on ne peut pas les superposer. C'est exclusion. On ne peut pas les deux mettre dans le même état. Par contre, les fermions qui sont les ondes pures, on peut les superposer, ils s'interpellent, interpénétration parfaite, tout ça, on peut en milliards ensemble au même endroit les mettre. Mais deux fermions, on ne peut pas les mettre deux au même endroit. Donc, si tu considères avant la mesure, tu dis propagation avant la mesure. Donc ça dépend. C'est toujours l'onde, effectivement. Hein, parce que même les fermions, ce sont des ondes. Mais les fermions, ils sont différents des bosons parce qu'ils ont une sorte de singularité de l'espace-temps. Là, à l'intérieur, tu peux pas approcher infiniment, et un électron, tu approches, la force devient infinie. Donc, même avant la mesure, il a une qualité de corpusculaire. Donc, c'est pas tout le temps qu'avant la mesure, c'est une onde. Pour les fermions, c'est obligatoirement onde et corpuscule, même avant la mesure. J'ai dit tout à l'heure, c'est général. C'est ce que Feynman a dit, c'est général. Tout, y compris que ce soit la matière ou le champ, que ce soit boson ou fermion, ça se propage, tout se propage par onde, et tout se réceptionne par paquet d'énergie. On peut pas faire, d'ailleurs, on ne peut pas faire plus simple ni plus beau. Ceux qui ont un sens esthétique ici devraient se lever en disant « Ah, que c'est beau ». Mais apparemment, ça ne vous touche pas. Bon, donc, mais si ça nous touche, et on oui, trouve ça vraiment, voilà. Il n'a pas l'air d'adhérer à cette... justement, une phrase de fait. Regardez là-dedans, il n'a pas l'air de l'avoir mis là-dedans. Bon, je t'inscris. Hein. Non, inscris-moi parce que j'ai encore autre chose à dire sur les perfos. Bon alors, Gérard, et puis je te mets Denis, ou alors à moins que ce soit tout de suite en rapport avec C'est une question qui me... Alors, c'est comme vous voulez, c'est comme tu veux. Bon, Gérard, je laisse la parole à Gérard, parce qu'il n'a voilà, pas encore parlé. Gérard, Jacques, et puis ensuite Denis. Alors, Gérard. Je vais dire deux phrases. Une phrase avec mes propres mots, que je pense être compréhensible par tout le monde ici. Mais ça suffit, là, ne filme pas, c'est ridicule. Je vais dire que des banalités. Donc je répète, je vais essayer de synthétiser en une phrase et mes propres mots de Monsieur Tout-le-Monde, quitte à être peut-être mathématiquement pas précis. Toute chose, se paye toujours. Et si on veut être compris, il faut payer de sa personne. Si on dit des choses comme ça, et si on ne paye pas de sa personne, on n'est pas compris. Bon, alors voilà, qu'est-ce que je vais dire. L'équation de Schrödinger, c'est une équation mathématique, peu importe ses caractéristiques et tout, qui a des solutions, ou pas. Ces solutions sont des solutions mathématiques, avec des propriétés mathématiques. Mais toutes les solutions n'ont pas leur correspondant état physique.
Par contre, si je fais une mesure et que je mesure un état physique avec un résultat, je sais qu'il existe une solution de l'équation de Schrödinger qui correspond, même si on ne la connaît pas, Et la solution, par exemple, de l'univers tout entier, on sait que du cosmos tout entier, on sait qu'elle existe, mais on ne la connaît pas, par exemple. Mais, donc, s'il existe un état physique, on sait qu'il existe une solution qui lui correspond, solution de Schrödinger. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai, ou la réciproque pour être très précis. Alors maintenant, ce que j'ai dit en termes de Monsieur Tout-le-Monde, je ne sais pas si tout le monde l'a compris, mais voilà, je ne peux pas le dire de manière plus simple. Je vais lire dans un dossier de cours de la science qui vient de sortir récemment, le résultat d'un groupe de Français qui vient de faire, qui fait des recherches qui ont modifié légèrement, mais je n'en parlerai pas, c'est trop technique, même pour moi, il faut que je lise 10 fois avant d'avoir bien compris. Ils modifient légèrement une partie des axiomes pour essayer justement de rendre l'histoire, entre autres, l'histoire du chat et de la superposition plus compréhensible. Et voilà ce qu'elle écrit, la jeune fille de 40 ans, elle a 40 ans environ, et elle travaille au CNRS ou au CEA à Grenoble. Et je vais vous lire sa petite phrase là. On peut certes écrire des formules mathématiques, ça je pense que tout le monde comprend. On peut certes écrire des formules mathématiques, mais ces formules sont dénuées de sens. Ces formules sont dénuées de sens en l'absence d'un contexte où elles seraient des modalités, où elles seraient des modalités. Voilà. Alors, ce groupe de recherche introduit un nouveau concept, le concept de modalité, dont je ne parlerai pas, c'est un peu technique, même moi il faut que je lise 3 fois avant de comprendre, mais c'est expliqué là-dedans, dans un dossier pour la science. Donc si les résultats sont des résultats mathématiques, mais en l'absence de contexte où elles seraient des modalités, le contexte c'est l'environnement je mesure un système, puis l'environnement c'est mon système de mesure de tout ce qu'il y a autour. Eh bien, si, alors je relis la phrase pour être correct, on peut certes écrire des formules mathématiques, mais ces formules sont dénuées de sens, en particulier dans le cas du chat de Schrödinger. Les résultats de l'équation sont dénués de sens, en l'absence d'un contexte où elles seraient des modalités. Parce que justement, dans ce cas-là, c'est des modalités. Donc c'est dénué de sens. C'est pas la peine de blablater là-dessus. Voilà. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de cosmos, exactement. Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec... Oui, parce que ça veut dire qu'il manque quelque chose, et que c'est quelque chose, je vous l'ai dit, je vous le redis, je prendrai la parole tout à l'heure pour inciter là-dessus, c'est le cosmos. Alors je suis... On est d'accord, pour une fois, c'est vrai. On est d'accord, pour une fois, alors c'est... Tu vois que quand on est calme, quand on discute tu dis pas toujours que des conneries. Quand tu ne hurles pas, eh bien, on finit par être d'accord. Voilà, j'aimerais bien entendre Jacek là-dessus. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, sur ce qu'il vient de dénoncer là? Alors je ne vais pas préciser plus parce que ça devient technique après. Hein. D'accord. Ça devient cosmique. Je vais t'expliquer tout à l'heure. J'ai pas assez d'informations pour réagir à ce qu'il a dit. Non mais je vais t'en donner des infos. Mais je laisse d'abord les gens un peu qui parlent. Ensuite j'ai Jacques. Allez Jacques, ensuite Alain. C'est à moi. Alors oui, moi je me pose une question. Est-ce qu'on a des raisons valables de penser que l'effondrement de la fonction d'onde existe réellement et que l'état de superposition et d'intrication ne continue pas à exister indéfiniment? Alors on pourrait penser que, a priori, que quand on fait une mesure, on voit un seul résultat, on ne voit pas une superposition de résultats sur l'appareil de mesure.
Mais si on considère que l'état quantique du système comprend l'état du système mesuré proprement dit, de la particule du système quelconque mesuré, mais aussi l'état de l'appareil de mesure, l'état de l'observateur, donc l'état des neurones dans son cerveau qui observe l'appareil de mesure, et aussi l'état de conscience de l'observateur, à ce moment-là, il n'y a rien qui prouve que la fonction d'onde s'effondre, puisqu'on pourrait très bien avoir un état de superposition. Par exemple, mettons qu'on a une particule, on mesure son spin qui peut être spin en haut, spin en bas. Donc on pourrait avoir un état de superposition avec un état où la particule a le spin en bas, l'appareil de mesure le spin en bas, l'observateur voit le spin en bas et il a conscience du spin en bas, et puis un autre état où la particule a le spin en haut, l'appareil mesure spin en haut, l'observateur voit le spin en haut et il a conscience du spin en haut. Donc il y aurait non pas conscience de superposition, mais superposition de conscience. C'est ce qu'on appelle l'interprétation d'Everett. Alors est-ce que... Alors, l'interprétation d'Everett. Alors, on peut dire qu'il n'y a peut-être rien qui prouve que c'est vrai, on peut pas... c'est quelque chose... on peut peut-être pas vraiment prouver que c'est vrai ou que c'est faux, donc en un sens on peut dire que c'est peut-être pas vraiment scientifique. Mais alors pour trancher dans ces cas-là, généralement on utilise le principe du rasoir d'Occam qui dit que on n'a pas besoin d'introduire quelque chose dont on n'a pas besoin, qui est inutile. Alors le rasoir d'Occam, dans quel sens il pourrait trancher? Ben, ça dépend à quoi on l'applique. Si on l'applique au principe de la mécanique quantique, à ce moment-là on pourrait dire que le principe de l'effondrement de la fonction d'onde, on n'en a pas besoin, on pourrait s'en passer. Et donc on aboutit à l'interprétation d'Everett des mondes multiples. Mais si on l'applique aux conséquences des principes, à ce moment-là on dit que dans l'interprétation classique de la mécanique quantique, on a un seul monde. Dans l'interprétation d'Everett, on a plein de mondes. Donc l'interprétation classique apparaît plus simple. Donc tout dépend à quoi faut-il appliquer le rasoir d'Occam. Personnellement, j'aurais tendance à préférer le fait de l'appliquer aux principes plutôt qu'aux conséquences des principes. Je vais partir régulièrement. Oui, bien sûr, Michel. Qu'est-ce que tu appelles effondrement de la fonction d'onde? La fonction d'onde, une particule, mettons une particule dans un état quantique, comme il a dit dans son exposé, elle est en quelque sorte partout à la fois. Et à partir du moment où on mesure sa position, disons dans l'interprétation classique, on dit qu'elle passe de cet état partout à la fois à l'état en un point précis. Mais en fait, moi, ce que je dis, peut-être qu'elle continue à être partout à la fois, mais on a un état de superposition avec la particule à cet endroit et l'observateur qui la voit là, et puis un autre état où elle est ailleurs et l'observateur qui la voit ailleurs, et ainsi de suite. D'accord, mais on ne peut plus rien faire alors. Non, il faut comprendre le cosmos. Le rasoir d'Occam, ça s'applique au cosmos. Tiens, prends ça, t'as le rasoir d'Occam dedans. Attends une seconde. Non, mais j'ai compris. Mais à ce moment-là, si tu dis que globalement, ce qu'on étudie, ça dépend de nous, de l'observateur, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que ce dont tu parles est insoluble. Non, le cosmos résout tout, je vous ai dit. Mais il y a des actions, je dis on ne peut pas savoir, et dans ce cas, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on fait, on utilise le rasoir d'Occam, mais à quoi on l'applique? C'est ça la question. On l'applique au cosmos. Non, j'arrive pas à expliquer ce que je pense. On dit que quelque chose qui n'est pas réfutable... Attends, si j'ai compris, tu es en train de dire qu'on n'arrive pas à savoir si quelque chose est vrai ou faux parce que c'est notre conscience qui l'analyse. C'est un peu ça. Mais on ne peut pas savoir si ça dépend de notre conscience ou pas. Non, on s'en fout. Non, je dis que... Mais non, on s'en fout pas. Non, c'est le cosmique qui calcule tout ça. Mais ça peut être. Ça dépend de l'environnement. Non, mais ça peut être, mais nous notre cerveau, c'est notre cerveau. Donc, disons, notre cerveau est conscient d'une réalité. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la seule réalité? Mais c'est ça, mais c'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas répondre à cette question. C'est-à-dire que tu demandes au cerveau de réfléchir sur notre cerveau. C'est un peu ça, en fait.
C'est ça que je voulais dire. Oui, mais ça, c'est ce qui fait sans arrêt. Oui, C'est l'homo sapiens sapiens. Non, c'est l'histoire de l'ensemble des ensembles et est-il un ensemble? C'est cette histoire-là en fait. C'est peut-être un débat philosophique qui démarre là. Parce que Eva vient de dire quelque chose d'assez intéressant. Il y a la notion d'autoréférence. Attends, Eva veut parler là. Avant que tu partes, Eva va te dire parce qu'elle est dans les... Non, mais très court, ce que je comprends là, c'est que là, on avait quelque chose de très pointu, proche de ce qui se passe de manière classique. Et puis, monsieur arrive avec Everett et les many world. Puis vous dites cerveau et puis conscience. Là, il faut mettre tout ça en branle et c'est énorme parce qu'il faudrait redéfinir la conscience. Non, alors excusez-moi, j'ai parlé de cerveau et conscience au sens physique, l'observateur. Il a parlé d'un observateur, je parlais de ça. Le problème, c'est que tout ça est mal défini. Là, il n'y a pas la vérité. À mon sens, il y a plus, si on cherche la vérité, on tournera toujours en rond, on ne trouvera pas. Il y a des vérités, des perceptions et... Après, je m'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça n'aurait aucun sens. Mais c'est ce que je voulais dire. Vous avez dit ce que j'ai dit. C'est un peu mon talent. Non, mais c'est-à-dire, s'il y a plein de vérités, ça revient à ce que je voulais dire. On ne peut pas savoir. Il y a plein de vérités, mais ce n'est pas important de ne pas savoir. Ce qui est important, c'est que ce monsieur ressent, quoi, dans son ressenti, dans son expérience, il se pose la question de ce hasard d'Occam, dans quel contexte on doit l'appliquer. Enfin, c'est une question qui se pose. Après, moi, j'ai pas de réponse. Mais c'est bien, merci. Moi, j'ai des réponses. Bonsoir, Michel. Bienvenue à toi. Alors, non, mais ça fait 20 ans que je travaille dessus. Hein. Oui, et tous ceux qui viendront après toi et qui vont... tu les connais. On va dégager des travaux d'enseignement. On va dégager des travaux d'enseignement parce qu'on m'a mis sur la touche. Du coup, j'ai avancé, c'est tout. Non, mais ceux qui viendront dans 200 ans, tu sais pas ce qu'ils vont dire. Si, dans 1000 ans, ça sera valable, j'ai les preuves. Ça me dérange pas. Dans 10 000 ans. Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse, pour le moment, c'est d'écouter Jacek. Allez, Jacek, vas-y. Allez, c'est lui qui est notre animateur. Lui, il a soulevé deux questions. Première question, c'est arroseur arrosé. Parce que tu as le système mesuré et tu as l'observateur qui mesure. Bon, à ce moment-là, évidemment, le résultat des mesures, ça dépend de sa conscience et ça dépend de la préparation de l'objet mesuré. Donc, pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, il faut considérer un super observateur qui va observer en même temps la chose mesurée et l'observateur qui mesure. À ce moment-là, tu as un super observateur qui mesure les deux. Et à ce moment-là, évidemment, si le super observateur perturbe le système observé, maintenant le système observé, il est composé de deux. Hein? Si tu essayes de filmer quelqu'un dans la rue, faire une photo, il va faire, soit il va te filer une claque, soit il va faire un sourire, il va dire oui, encore. Tu ne peux pas photographier quelqu'un dans la rue sans qu'il ait une réaction. Donc, la mesure, forcément, ça perturbe le système. Et cette perturbation provoque ce qu'on appelle effondrement de la fonction d'onde. C'est que tu as pris sa photo, tu as essayé de prendre sa photo et tu vas avoir sa réaction. Voilà. Il était avant que tu as essayé de le photographier, il était superposition, intrication de tout ce que tu veux. Mais là, tu as fait le geste, tu as compris comment il est. Voilà, donc tu as fait la mesure, tu as obtenu un état propre, un de ces états propres, tu as le résultat. Donc, maintenant, évidemment, toi tu parlais qu'il y a l'observateur et la chose observée, donc il n'y a pas seulement l'état mesuré qui s'effondre, mais il y a aussi l'observateur qui s'effondre. Moi je dis que peut-être rien ne s'effondre. Ah oui, alors ça c'est deuxième question. Ça c'est deuxième question. Donc moi, si tu veux, la question des mondes parallèles. Parce qu'il y a l'histoire des mondes parallèles qui est donc présentée. Il y a deux conceptions. Celle que tu évoques, c'est que chaque seconde, chaque microseconde,
le monde se divise en 2 mondes ou en plusieurs mondes. Oui. C'est ça. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde parce que c'est toujours le nouveau monde qui apparaît, qui est tel qu'il est, il n'est pas changé. La mesure ne change pas le monde, mais la mesure crée un nouveau monde. Ouais. C'est un peu lourd, hein. C'est lourd. Hein. C'est ça. C'est lourd et ça ne rapporte rien. Voilà, c'est lourd et ça ne rapporte rien. Et ça viole Occam et tout ça. Oui, donc tu appliques le rasoir d'Occam aux conséquences des principes et non pas aux principes eux-mêmes, c'est ça? Oui, oui. Tu défends Occam. C'est là le désaccord fondamental. À quoi appliquer le rasoir d'Occam? Ben là, on peut Au l'appliquer principe, en disant que c'est leurs complètement conséquences. ridicule d'inventer des milliards d'univers. Mais c'est quoi qu'est-ce que vous perdez comme temps sur des conneries alors que moi j'ai les preuves que l'univers est unique et que le grand cosmos est unique aussi. Le grand cosmos, je l'ai. Là, tu as parlé de Dieu, je l'ai, j'ai son volume. Hein. Si vous le voulez, le volume de Dieu, je vous le donne. Non, attends, je termine. Donc, termine-le. Voilà, non, mais ça fait des semaines que tu dis calcule ton rayon d'univers, ne le fais pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Francis, ton tour n'est pas encore arrivé. Non. Il y a Alain d'abord. Parce qu'après, il y a des trucs importants à dire sur Einstein est mort. Selon cette conception, à chaque seconde, à chaque microseconde, milliseconde, il y a un nouveau monde qui apparaît, mais nous, on n'a pas accès à ce nouveau monde. On reste seulement dans le nôtre. C'est pourquoi ça ne rapporte rien, parce qu'on est toujours dans le nôtre. Voilà, c'est très bien. C'est ridicule. C'est pas la peine de perdre du temps. Ça, c'est une approche. Mais il y a une autre approche qui est par contre plus intéressante que ça. Je le dis pour moi, hein, parce que moi, je ne veux pas te contredire. Non, le pauvre. Mais il y a une autre conception donc, de mondes qui ne sont pas des mondes parallèles. C'est la théorie de l'inflation, la fameuse théorie de l'inflation. Donc, le créateur de la théorie de l'inflation, il a posé ça comme ça. Il a défini un état de faux vide. Un état de faux vide, c'est-à-dire que c'est un vide qui est très très lourd, c'est-à-dire que la densité de ce faux vide, il est de 10 puissance, je ne sais pas, 80 grammes par centimètre carré, par centimètre cube. 10 puissance 80 grammes par centimètre cube. Imaginez, c'est inimaginable. Et il dit que dans ce faux vide, il a éclaté, à un moment donné, il s'est écarté en créant une grotte. Et cette grotte, c'est notre monde. Et puis à l'intérieur de cette grotte, tout s'est formé, les galaxies, etc. Mais dans ce faux vide, à côté, il y a un autre monde qui s'est créé. Et à côté, il y a encore un deuxième, troisième. Il y en a plein comme ça, c'est une création il y a plein de mondes. Mais tous ces mondes-là sont là. On peut y accéder si on a les moyens d'y accéder. Mais par contre, dans cette hypothèse, dans la première, où chaque moment, il y a un nouveau monde qui apparaît, mais là, on n'a aucun moyen d'y accéder. Parce que c'est pas ce que c'est. Alors moi, ça m'inspire beaucoup ce que vous dites là, mais d'un point de vue non pas scientifique cette fois-ci, mais spirituel. Il y a dans... j'ai appris ça il y a quelques temps, hein, ça s'appelle les mémoires akashiques. Et l'âme, ce serait quelque chose, notre âme serait multidimensionnelle, et à chaque instant, chaque fois que nous faisons un choix, l'autre dimension de notre âme fait un autre choix dans l'autre monde parallèle, quoi. Mais en gros, si vous voulez, les mémoires akashiques, c'est votre âme une rangée de la bibliothèque, voilà. La bibliothèque, ce serait les mémoires du monde entier, de tout le monde. Et puis, une rangée de livres, ce serait notre âme. Et chaque livre, ce serait l'histoire que vous vivez dans un monde. Mais bien sûr, les livres ne communiquent pas, a priori. Explique mieux parce que je ne comprends pas bien. Elle est d'origine étrangère, elle n'y arrive pas. Elle veut dire que tout est lié. Elle veut dire, et là c'est très fort, elle veut dire que tout est relié, y compris. Non mais, avec le cosmos. Oui, mais son truc. Oui, mais elle le dit mal. Son truc, je voudrais comprendre, c'est intéressant. Oui, je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellaire. Oui. Bon, il l'illustre, mais de manière, ils illustrent de manière grossière, tridimensionnelle, ce dont je parle, cette fameuse mémoire akashique.
c'est akashique, c'est ça qui m'intéresse. C'est un nouveau mot. Non, c'est un mot... D'où vient ce mot? Ça vient de de sortir. l'Inde. Ah, d'accord. L'Inde, donc en fait, c'est dans la pensée hindouiste. Même pas, en fait, ça vient de la théosophie. Alors, allez, faites des Ah, études, oui, alors ça, étudier je la comprends. théosophie, c'est dans ce monde-là. Moi, je découvre, hein, parce que j'élargis mon champ et ça m'intéresse. Et donc, en gros, si vous voulez, notre âme est multidimensionnelle et la vie là que l'on incarne ici, c'est juste une dimension. Mais c'est pour ça qu'on aurait des émanations des autres mondes, parce que notre âme, c'est, si vous voulez, une rangée d'une bibliothèque, et chacune de nos vies, c'est un livre de cette même rangée. Moi, j'ai une question à poser à Eva. Comment une mathématicienne, en fait, une logicienne, en fait, on est arrivé à parler de choses qui... Elle a débordé, hein, c'est clair. Elle a débordé. Non, mais elle a intégré sans le savoir. Justement, c'est pour ça que je dis qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais elle a une intuition. Et cette intuition, c'est la chose suivante. C'est le cosmos regroupe tout. Donc je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure à Yannick Tchèque. On ne peut rien comprendre à tout ce que tu as raconté si on ne passe pas par la cosmologie. J'ai les preuves. Et ceux que vous avez besoin des preuves. Eva ne m'a pas répondu. Alors je voudrais que Eva me réponde et puis après je donnerai la parole à Jassé. C'est un chemin, parce qu'au tout début, moi j'avais 7 ans, je voulais démontrer l'existence de Dieu. Ah ben c'est bon, mais tu l'as, allez là. Mais bon, j'ai fait des mathématiques longtemps, après j'ai étudié aussi la cosmologie. Moi, je voulais être cosmologiste, hein, mais j'ai tourné un peu en rond, je voyais que les cosmologistes tournaient en rond eux aussi, hein, et puis il y avait des batailles de chapelle, la théorie. Il y en a qui croyaient en la théorie A, d'autres qui croyaient en la théorie B. Mais moi, je n'y étais pas la croyance. Je disais, mais je n'ai pas besoin de croire en une théorie, parce que si elle est avérée, pas besoin d'y croire, et c'est la réalité. Et si elle n'est pas encore prouvée, j'ai pas besoin d'y croire non plus. Moi, j'y mets pas les croyances là-dedans. Là, tu as les preuves. Ceci dit, après, dans mon expérience plutôt mystique, là, je suis devenue chamane, parce que je paraît que je l'étais toujours, hein, mais ça s'est avéré. Et là, je fais des voyages. Je fais des voyages avec le tambour, en tapant sur des rythmes de 3 Hertz. C'est ça qui fait changer le niveau de conscience. Le niveau de conscience, exactement. On peut le faire aussi avec des substances comme la psilocybine. La psilocine sont des champignons. Oui, je sais. Et puis l'ayahuasca. Il y a Castaneda qui a écrit pas mal de bouquins là. Oui, moi j'avais déjà lu ça quand j'étais jeune, mais il ne faut pas oublier que Castaneda parle du monde du milieu et c'est assez guerrier. Hein. Alors que dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut, l'énergie de la guerre, c'est purement géométrique, n'existe pas. C'est guerrier parce qu'il ne décrit que le monde du milieu, c'est-à-dire les esprits, des arbres, de la pierre, des morts qui ne sont pas encore, passé, traversé. En fait, on trouve beaucoup de choses dans le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens aussi, des choses tout à fait intéressantes. On peut revenir à Einstein et Bohr. Oui, absolument. J'ai des choses à dire. Moi, j'ai été frappée la dernière fois par son intervention sur les émotions, sur le fait que les émotions soient la possibilité qui permettent d'une certaine manière de déchirer le réel. Que je différencie de la réalité. En fait, ce que nous voyons de notre réel là, c'est un petit bout de réel. Le réel est plus vaste. Et c'est pour ça que je comprends notre conscience, notre... La philosophie fait la distinction entre la réalité et le réel. C'est deux choses différentes. La réalité, c'est ce dont nous avons accès à la réalité, enfin à une certaine réalité. Disons la fameuse dure réalité. Oui, c'est ça, mais le réel, il semblerait que ce soit quelque chose qui soit tout à fait inaccessible. Hein, je crois que c'est cette distinction qui est faite. Et inaccessible peut-être pas par votre biais. Je l'ai, le volume de Dieu.